Il y a des disparitions mystérieuses et des disparitions mystérieuses qui le sont peut-être un petit peu moins. Malheureusement, le résultat est le même pour les familles, l'être aimé a disparu et reste introuvable, même si, comme dans l'affaire d'aujourd'hui, le sentiment de savoir ce qui lui est arrivé est parfois bien réel. En effet, après la disparition de Terrence, sa famille enquête et finit par réaliser qu'un individu en particulier est extrêmement suspect. Ce qu'ils découvriront ensuite ne fera que renforcer leurs soupçons, mais pour autant, l'individu semble intouchable. Laissez-moi vous raconter l'histoire vraie incroyable de la disparition de Terrence Williams. Générique. Terrence Dion Williams est né le 1er avril 1975 à Chattanooga, dans le Tennessee. Sa mère, Marcia, est jeune quand Terrence vient au monde puisqu'elle n'est âgée que de 17 ans. Mais du fait de la faible différence d'âge, la maman et son fils sont très proches. Comme le dit Marcia elle-même, ils ont pour ainsi dire grandi ensemble. Du coup, lorsque Marcia déménage en 2001 pour aller s'installer à Naples, en Floride, Terrence décide de la suivre, même si ça signifie s'éloigner de ses 4 enfants et de leur mère dont il s'est séparé. Il a en effet lui-même été papa très tôt, et s'il sait que Naples est très loin, près de 1200 km, il a bien l'intention de travailler dur dans l'espoir de pouvoir obtenir la garde de ses enfants. C'est ainsi qu'il commence à d'abord travailler dans le bâtiment, et 2 ans plus tard, fin 2003, il décide de prendre un deuxième boulot. Il se fait embaucher comme cuisinier au Pizza Hut de Bonita Springs. Marcia, de son côté, travaille dans une banque, et Terrence devient rapidement très ami avec un de ses collègues, Jason. C'est comme si les deux hommes se connaissaient depuis toujours, et puis ils ont beaucoup de points communs. Les deux sont pères célibataires, et les deux aiment sortir, faire la fête, rencontrer des gens, et aussi rencontrer des filles. Tant et si bien qu'ils finissent par décider de devenir colocataires. Le temps passe, nous sommes le dimanche 11 janvier 2004. Terrence, maintenant âgé de 28 ans, prévoit d'aller à une soirée organisée chez un de ses collègues de Pizza Hut. Il propose à Jason de l'accompagner, ça va être une soirée très sympa pour sûr, lui dit-il. Et en plus, Terrence n'a plus de permis, il se les fait retirer pour conduite sous influence. Mais ce soir-là, Jason décline l'invitation. En effet, il a ses enfants avec lui ce week-end-là. Terrence comprend tout à fait, et après n'avoir trouvé personne d'autre pour l'y conduire, il décide de prendre sa vieille Cadillac blanche et d'aller à la soirée par lui-même, conscient du fait que, s'il se fait prendre, il risque gros. Il monte en voiture, salue son colocataire, et s'éloigne. C'est la dernière fois que Jason reverra jamais Terrence. Lorsque Jason se réveille le matin suivant, lundi 12 janvier 2004, Terrence ne semble pas être rentré. Jason jette alors un œil à son téléphone et remarque que son ami a essayé de l'appeler à plusieurs reprises. Il tente de le rappeler, mais Terrence ne répond pas. Ceci dit, dans un premier temps, Jason n'est pas plus inquiet que ça, parce que Terrence a pour habitude de dire « Si je suis absent 1 ou 2 jours, ne t'inquiète pas. Par contre, si je ne suis pas revenu le 3e jour, commence à partir à ma recherche. » Il décide tout de même d'appeler Marcia dans la journée pour lui demander si elle a vu Terrence, mais elle lui répond que non. Et forcément, en tant que mère, elle commence immédiatement à se faire du souci. Son inquiétude grandit quand le lendemain, le mardi, Terrence ne l'a toujours pas appelé. C'est assez inhabituel pour son fils qui généralement lui passe un coup de fil chaque jour. Elle demande donc à Jason s'il peut essayer de le trouver. L'homme essaie dans un premier temps de téléphoner aux hôpitaux de la région, mais personne ne correspondant à la description de Jason n'a été admis dans aucun d'entre eux. Il appelle ensuite plusieurs postes de police parce qu'il sait que Terrence conduisait sans permis et que sa voiture n'était pas tout à fait en règle. En plus, pense-t-il, il n'est pas impossible qu'il ait conduit au retour de la soirée en étant alcoolisé. Mais là non plus, il n'obtient aucun résultat probant. La deuxième journée se termine sans que Marcia ou Jason n'aient eu aucune nouvelle de Terrence. Le jour suivant, Marcia décide de signaler sa disparition. Pour ce faire, elle se rend au bureau du shérif du comté de Collier. Mais la disparition n'est pas prise au sérieux et il est répondu à la mère que son fils est majeur et vacciné et qu'il fait bien ce qu'il veut. Marcia, plus inquiète que jamais, décide de mener son enquête de son côté et met sa famille à contribution. Elle se rend d'abord au Pizza Hut où Terrence venait de se faire embaucher, ce qui ne fait que renforcer ses inquiétudes. Le manager lui apprend que son fils ne s'est pas présenté à son poste depuis 3 jours. Et finalement, la sœur de Marcia finit par faire une découverte. Elle a appelé tous les garages et toutes les fourrières de la région et vient de possiblement retrouver la Cadillac, modèle 1983 blanche, de Terrence. Les 2 femmes se rendent sur place, terrifiées à l'idée d'ouvrir le coffre et d'y découvrir le corps du jeune homme.
Mais il n'en est rien. En revanche, elles apprennent par l'employé que le véhicule a été enlevé près du cimetière Memorial Garden. Elles se rendent donc sur place et discutent avec les employés du cimetière, qui leur révèlent quelque chose qui va donner à cette disparition une tournure très différente. Selon les employés, Terrance a été arrêté par un officier du bureau du shérif de Collier devant le cimetière. Puis l'officier a fait monter le jeune homme à l'arrière de son véhicule de patrouille, et il est parti. Immédiatement, Marcia, qui a un ami notaire, demande à ce dernier de la rejoindre afin de faire officialiser la déclaration écrite des employés du cimetière. Ces derniers acceptent et répètent ce qu'ils ont dit aux deux femmes, en ajoutant qu'ils ont pu voir le nom du policier en question. Il s'agit du caporal Stephen Calkins. Le 16 janvier 2004, Marcia se rend donc au bureau du shérif de Collier, une nouvelle fois, et demande à savoir ce qu'il en est. Les rapports des officiers en patrouille ce soir-là, et en particulier le rapport de patrouille du député Calkins, sont donc lus, mais il n'est fait mention nulle part de ce contrôle, ni de l'enlèvement du véhicule d'ailleurs. Devant l'insistance de Marcia, qui brandit maintenant la déposition notariée des employés du cimetière, une opératrice du central finit par accepter d'appeler Stephen Calkins, qui est en repos ce jour-là, pour lui demander s'il se souvient d'un tel contrôle au cours de sa patrouille, 4 jours plus tôt. Yeah. I hate to bother you at home on your day off, but this woman's been bothering us all day. You towed a car Monday, a Cadillac, do you remember it? No. She said it was near the cemetery. The people at the cemetery are telling her you put somebody in the back of your vehicle and arrested them. I don't show you arresting anybody. I never arrested nobody. That's what I thought. You picked it up at 12:27. The large white Cadillac. That's white Cadillac. I gotta look it up in my notes. I don't remember. Are you sure there was no one with it? No. I would think it would have something in your screen if you took them to anybody at the jail. No, I ain't arrested nobody in a long time. Okay. Okay, sorry. That's okay. I just want to make sure. I'll get in my notepad and see if I can come up with something for you. Okay. Right. Thank you, darling. Bye bye. Bye. Mais Marcia reste sceptique. Elle demande à parler à un détective et lui fait part de ses doutes quant à la véracité des propos du député Calkins, mais il lui a répondu que s'il y a bien une personne digne de confiance, c'est lui, vétéran de l'armée. Il a rejoint le bureau du shérif après une carrière militaire de 16 ans. C'est un homme droit, irréprochable, qui n'a toujours eu que d'excellentes appréciations de la part de sa hiérarchie, et il a même reçu une récompense pour avoir sauvé une victime coincée sous son véhicule lors d'un accident. Alors non, vraiment, s'il dit ne pas avoir contrôlé Terrance, c'est vrai, aucun doute. Néanmoins, après de longues négociations, un accord est passé. Cet accord stipule que si tous ceux qui regardent cette vidéo sans être abonnés s'abonnent dans les 3 secondes, et que vous mettez tous un pouce en l'air, eh bien, une enquête sera initiée. Plus sérieusement, une enquête interne démarre vraiment et il est dans un premier temps demandé au caporal Stephen Calkins de faire un rapport détaillé de la soirée. En parallèle, Marcia continue les recherches et en plus de distribuer et d'afficher de nombreux flyers, de faire du porte-à-porte pour essayer de recueillir des informations, elle contacte un journal local et est mise en relation avec Trey Raddle qui écoute son histoire attentivement. Le 11 février 2004, les affaires internes auditionnent Stephen Calkins et lui a entre autres demandé de lire son rapport fraîchement rédigé. Le 12 janvier 2004, à environ 12h15 je crois, l'officier, pendant sa patrouille, a repéré un vieux modèle de Cadillac blanche roulant vers le sud sur la route 901. Je remarque aussi que le véhicule semble avoir quelques soucis et je fais signe au chauffeur de se garer. Et le conducteur se gare sur le parking du cimetière Memorial Gardens. J'ai crié pour demander au conducteur s'il avait des problèmes et il a répondu que oui. Nous avons ensuite parlé. Le conducteur a dit qu'il venait d'acheter la voiture et qu'elle ne fonctionnait pas correctement et il a dit qu'il était en retard au travail. Et il m'a demandé si je pouvais le déposer. Je lui ai dit que je l'appellerais un taxi, mais il a dit qu'il n'avait pas les moyens. Il m'a redemandé de le déposer pour ne pas se faire renvoyer. Et c'était juste à côté, au Circle K de Wiggins Pass Road. Alors j'ai ouvert ma porte arrière et je lui ai dit de grimper. Et puis je l'ai emmené. Et une fois au Circle K, je l'ai déposé au coin sud du bâtiment. Et je lui ai dit qu'il avait plutôt intérêt à s'organiser pour récupérer sa voiture. Je l'ai aussi averti que sa vignette n'était plus valide, mais il m'a dit que le reçu et les papiers de la voiture étaient dans la boîte à gants.
Étrange, comme sa mémoire lui est soudain revenue. Alors que seulement 4 jours après les faits, il n'avait aucun souvenir, maintenant, il se souvient de tout, dans les moindres détails. Marcia n'y croit pas une seule seconde, d'autant plus que, dit-elle, jamais Terrence n'aurait demandé à un policier de le déposer quelque part. J'ajouterai qu'il y a un détail qui a retenu mon attention en faisant mon activité préférée, étudier la carte. Dans sa déclaration, Stephen Calkins affirme que le Circle K dont il est fait mention est celle sur Wiggins Pass Road. Or, selon sa déclaration, le véhicule de Terrence roulait sur la 901, direction sud. Donc, dans la direction opposée au Circle K, sur Wiggins Pass Road. Pas très logique pour quelqu'un qui prétend être en retard au travail. 6 mois qui n'ai jamais mis les pieds là-bas, et j'ai pu découvrir ça en 2 minutes sur Google Maps, j'ai tendance à penser qu'un policier qui parcourt les rues à longueur de journée aurait pu s'en rendre compte aussi. Autre point qui pose question, c'est le fait que le véhicule de Terrence est loin d'être impeccable, ni même en règle. En plus de ça, Terrence roulait tout simplement sans permis, et de retour d'une soirée donc possiblement intoxiqué. Quand on sait comment aux États-Unis il est possible de finir en prison pour bien moins que ça, c'est quand même drôlement surprenant que non seulement le caporal Calkins ne l'ait pas arrêté, mais qu'il ne l'ait même pas verbalisé. Et cerise sur le gâteau, il fait le taxi. Au cours de leur enquête, les affaires internes ont découvert autre chose qui ne colle pas. Lorsque Stephen Calkins affirme être revenu au véhicule et, se rendant compte que la boîte à gants était vide, prétend avoir appelé le Circle K dans l'espoir de parler à Terrence. Au retour, j'ai décidé de m'arrêter de nouveau au Memorial Gardens. Sur place, j'ai vérifié la boîte à gants. Et elle était vide. J'ai alors appelé le Circle K et demandé à parler à Terrence. Et l'employé qui a répondu au téléphone a dit qu'elle ne connaissait aucun Terrence. J'ai alors eu le sentiment que Terrence s'est un petit peu moqué de moi. Après étude de ses relevés téléphoniques, la trace de ce soi-disant appel du député Calkins au Circle K n'a jamais été retrouvée. Mais un appel est retrouvé en revanche. C'est l'appel du caporal Stephen Calkins au central pour faire enlever le véhicule. On dirait bien que j'ai une vieille... J'ai la Cadillac d'un frérot sur le bord de la route ici. Signal 11, signal 52, personne aux alentours. Ok. Et la plaque ne correspond à rien du tout, c'est juste une bonne grosse Cadillac pourrie. Elle entrave la circulation? Mais je vais la faire enlever. Qui sait? Si ça se trouve, il est là, à l'intérieur du cimetière, et il va revenir à sa voiture qui sera plus là. Alors comment se fait-il que seulement 4 jours après les faits, quand il a été appelé pendant son jour de repos, il est indiqué ne pas se souvenir d'une Cadillac au niveau du cimetière? You towed a car Monday, a Cadillac, you remember it? Allez, un dernier point qui ne tient pas la route. Dans sa déposition, Stephen Calkins prétend avoir déposé Terrence au Circle K. Et bah devinez quoi? Aucune caméra de surveillance d'aucun Circle K de toute la région n'a pu confirmer ces dires. Surprenant, non? Devant ces nombreuses incohérences, l'homme est soumis à un test polygraphe, au cours duquel il échoue, semblerait-il, à plusieurs questions. L'enquête continue, et en mars 2004, Marcia écrit une lettre ouverte qu'elle envoie au journal The Naples Daily News. Suite à la publication, Marcia reçoit un appel du consulat du Mexique. Elle est folle de joie, et elle est persuadée qu'ils vont lui annoncer avoir retrouvé Terrence. Mais ce n'est pas l'objet de leur appel. Cet appel l'informe qu'un jeune homme de nationalité mexicaine a lui aussi disparu à Naples 3 mois avant Terrence, et que ce jeune homme, Felipe Santos, a été vu pour la dernière fois monté à bord d'un véhicule de patrouille du bureau du shérif de Collier. Felipe Santos est né le 26 mai 1980 au Mexique, et plus précisément à Oaxaca. Il fait partie d'une fratrie de 5. Jorge, l'aîné, Felipe, le second, et Salvador, le troisième. Pour les 2 autres, je sais pas. Les frères grandissent dans la pauvreté, tant et si bien qu'un jour, Felipe et Jorge décident d'aller tenter leur chance aux États-Unis. Ils passent donc la frontière, dans l'illégalité la plus totale, et vont jusqu'en Floride, où ils s'installent à Immokalee, une petite ville qui accueille de nombreux migrants. L'idée, c'est de travailler dur pour envoyer de l'argent à leur famille restée au Mexique. Et c'est ce qu'ils font. Ils se rendent tous les matins de Immokalee à Naples, à environ 45 minutes de là. Quelque temps plus tard, Salvador, le troisième, les rejoint. Les 3 frères gagnent de l'argent, et Felipe se marie même et devient papa d'une petite fille dont il est complètement gaga. Le 14 octobre 2003, Felipe et ses 2 frères s'apprêtent à partir à Naples le matin pour aller travailler. Il embrasse sa fille et sa femme, Apollonia Cruz Cortez, qui dorment encore, et prend le volant. Il est aux alentours de 6h du matin, ils sont sur la Immokalee Road, quand soudain,
ils emboutissent un autre véhicule. L'accident, minime, se produit à l'intersection entre Immokalee Road et Airport Pulling Road. Personne n'est blessé, mais par contre, la conductrice de l'autre véhicule est folle de rage. Elle parle fort, elle parle vite, les trois frères sont terrorisés. Non seulement parce qu'elle semble vraiment énervée, mais aussi parce qu'ils arrivent à peine à comprendre ce qu'elle dit. Ils parlent en effet très mal l'anglais. Ils arrivent juste à comprendre que la femme parle de police, qu'ils la supplient de ne pas appeler. Ils promettent de la dédommager, mais ne veulent pas que la police soit impliquée parce que, tout simplement, ils sont en situation irrégulière. Et en plus, Felipe n'a pas son permis. Mais la femme leur répond que c'est trop tard, qu'elle a déjà appelé, et d'ailleurs, un véhicule sérigraphié arrive sur place. Un officier en descend, il s'agit du caporal Stephen Calkins. Salvador, alors âgé d'à peine 18 ans, est mort de peur, d'autant plus que le policier n'a pas l'air commode, elle a l'air plutôt énervé lui aussi. Il commence par prendre la femme à part et parler avec elle pendant quelques instants, avant de revenir vers les frères. Il rédige plusieurs amendes, puis ordonne à Felipe, qui conduisait, de monter à l'arrière de son véhicule de patrouille, avant de quitter les lieux. Jorge et Salvador ne savent pas quoi faire. Ils vont tout de même au travail et informent leur employeur de la situation, employeur qui décide d'appeler le bureau du shérif de Collier pour payer la caution de Felipe et le faire libérer. Mais la réponse sonne comme une douche froide. Felipe ne s'y trouve pas et n'a jamais été enregistré comme étant placé en garde à vue. Plus personne ne le reverra jamais après ce jour-là. Avec l'aide du consulat et de quelques associations qui viennent en aide aux migrants, Jorge finit par faire une déposition au bureau du shérif de Collier le 14 novembre 2003. Dans cette déposition, il indique que son frère a disparu et qu'il a été vu pour la dernière fois montant dans le véhicule de patrouille du député Stephen Calkins. Et dans la foulée, un dépôt de plainte à l'encontre de l'officier est effectué. Là encore, Stephen Calkins est entendu par les affaires internes, mais l'enregistrement audio a disparu. Il reste, en revanche, une retranscription écrite de l'audition. Il déclare avoir, dans un premier temps, décidé d'arrêter Felipe Santos pour défaut de permis de conduire. Mais trouvant le jeune homme plutôt poli et très coopératif, il a décidé de simplement lui mettre des contraventions plutôt que de le mettre en prison. Sauf que, ajoute Stephen Calkins, il avait peur que, s'il le laisse là, Felipe Santos n'attende qu'il ait le dos tourné pour remonter en voiture et reprendre le volant. Raison pour laquelle il a décidé de le conduire un petit peu plus loin pour le relâcher, à l'intersection entre Immokalee Road et Winter Drive. Et à cette intersection, qu'y a-t-il? Un Circle K. C'est bien, je vois qu'il y en a qui suivent. Je rajouterai que là encore, en étudiant la carte, on réalise que la station-service où il prétend l'avoir déposé est située à 500 mètres des lieux de l'accident. Alors s'il avait vraiment voulu éviter que le jeune homme ne puisse reprendre le volant, il l'aurait peut-être déposé un petit peu plus loin. Enfin en tout cas, une chose est sûre, on a là affaire à un officier vraiment très aimable, très serviable, et a priori, assez fan des stations-service de l'enseigne. Sauf que là encore, aucun enregistrement de vidéosurveillance ne montre le véhicule de Stephen Calkins déposer qui que ce soit ce jour-là. Mais de fil en aiguille, la disparition de Felipe Santos finit par plus ou moins tomber dans l'oubli, jusqu'à 5 mois plus tard, quand ils apprennent la disparition de Terrence Williams, vu pour la dernière fois, à l'arrière du même véhicule de patrouille conduit par le même officier que leur frère. Pourtant, malgré les fortes suspicions qui planent, le fait que Stephen Calkins ait clairement menti, et ce à plusieurs reprises, il n'y a rien contre lui. En fait, le premier souci, c'est qu'il n'y a même pas de corps, et du coup, une enquête criminelle ne peut pas être ouverte. Alors, par contre, je vous rassure, en août 2004, soit 10 mois après la disparition de Felipe Santos et 7 mois après la disparition de Terrence Williams, Stephen Calkins est démis de ses fonctions et renvoyé à la vie civile pour le motif qu'il cache des choses et ne semble pas être pleinement coopératif afin de retrouver les deux disparus. En octobre suivant, il est convoqué pour témoigner sous serment auprès du grand jury. Il refuse. Mais si l'enquête, pour ainsi dire, n'avance pas, Marcia Williams, de son côté, reste bien décidée à ne pas baisser les bras et à tout faire pour découvrir la vérité. C'est ainsi qu'en 2018, elle rentre en contact avec Ben Crump. Ben Crump, c'est un avocat civil très connu, notamment pour son implication dans la défense des Noirs américains. Et l'homme parvient à obtenir l'obligation de Stephen Calkins de répondre aux questions des avocats de la famille Williams sous serment, et le tout filmé. La séance se déroule le 8 décembre 2020. When you found out that Terrence Williams gave you false information, you got mad and you harmed him in some way. Did you kill him? Of course not. Did you harm him for that? He just seemed like a really nice guy, from what I can remember. So, really nice guys
that you don't know their name, don't know if they have a warrant, don't know if they just murdered their spouse, don't know if they have a stolen vehicle. You had an exception and a soft spot for them and they got to get in your car? You knew that Felipe Santos is Hispanic, correct? Felipe Santos? Yes. Was he Mexican? What do you remember his race, nationality? I don't remember his nationality. I assumed he was Hispanic. And you knew that he spoke broken English at best? I don't remember. Do you remember if he spoke any English? I don't remember. Do you remember any other language that he spoke? I don't remember. Là encore, si ce n'est la certitude qu'il ne dit pas toute la vérité, il est bien difficile de pouvoir accuser l'ancien homme de loi de quoi que ce soit de criminel. Alors, qu'a-t-il bien pu arriver à Felipe Santos et Terrence Williams? Voyons ensemble les principales théories. La toute première théorie a été exprimée le 2 juillet 2004 par le bureau du shérif de Collier à l'occasion d'une déclaration officielle. C'est la disparition volontaire. Selon la déclaration, les deux disparus étant des délinquants recherchés par la police, bon, par un policier en l'occurrence, mais passons, ils auraient tous les deux décidé de se cacher, justement pour ne pas être retrouvés par les forces de l'ordre. Sauf que tous les deux étaient pères et aimaient leur progéniture de tout leur cœur. Terrence, même s'il vivait loin de ses enfants, faisait tout son possible pour en récupérer la garde, et Felipe venait lui tout juste de devenir papa et il était aux anges. Donc, pas vraiment le profil de personnes qui disparaissent volontairement du jour au lendemain. Une autre hypothèse est ce qui est appelé en Amérique le Starlight Tour. C'est une pratique policière qui consiste en un officier embarquant un individu et le relâchant en périphérie ou même en dehors de la ville, de préférence dans une région très rurale, et en laissant l'individu se débrouiller tout seul pour entrer. Optionnellement, l'officier retire tout moyen de communication à l'individu, voire même lui prend ses chaussures. C'est une des théories les plus privilégiées. Le truc, c'est que, juste à la sortie de Naples, il y a les Everglades, une zone réputée pour être plutôt hostile, parce qu'en plus des marais, des araignées et des autres petites bestioles potentiellement dangereuses, la zone est le territoire de crocodiles et d'alligators. Dès lors, si Felipe et Terrence ont été déposés dans les Everglades par le caporal Stephen Calkins, ils ont pu se perdre et soit périr à cause des éléments, froid, faim, soif, etc., soit y faire une mauvaise rencontre. Mais une mauvaise rencontre animale. Mais si c'est une possibilité, il y en a une autre, bien réelle, c'est celle que Stephen Calkins ait tout simplement tué Felipe et Terrence. C'est une hypothèse prise très au sérieux par les autorités. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais comme un officier de police est le suspect principal de cette enquête, c'est la police d'État et le FBI qui ont été chargés de l'affaire. Et tout a été fait pour essayer de coincer Stephen Calkins. Son véhicule de patrouille a été soigneusement analysé par la police scientifique, mais n'a rien révélé de suspect. Il y a également été placé une balise GPS avant qu'il ne soit renvoyé, et des équipes cynophiles avec des chiens spécialisés dans la détection de cadavres étaient envoyés dans tous les endroits où il aurait pu se débarrasser d'un corps. Mais ça n'a rien donné non plus. En janvier 2016, Stephen Calkins a vendu sa maison de Naples et a déménagé à Cedar Rapids dans l'Iowa. Immédiatement, les nouveaux propriétaires ont été contactés et ils ont donné leur accord pour que la propriété soit passée au peigne fin, même en l'absence de mandat ou de quelconque ordre de la cour. Parce que, souvenez-vous, ça n'est pas officiellement une affaire criminelle. Les autorités espéraient pouvoir y trouver un corps et ont par exemple creusé dans la dalle en béton fraîchement coulée par Stephen Calkins après la disparition des deux hommes. Mais là non plus, ils n'ont rien trouvé. À ce jour, cette double disparition reste un véritable mystère, même si, encore une fois, les soupçons semblent tous converger vers un seul homme. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me faire part de votre théorie en commentaire, mais surtout dans le respect, et dans le respect du fait que Stephen Calkins, plus que présumé innocent, n'est même pas officiellement nommé comme un suspect, puisqu'il n'y a pas de crime. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, et puis partagez-la sur vos réseaux, moi ça m'aide vraiment beaucoup. Vous pouvez aller regarder cette vidéo maintenant, YouTube pense qu'elle va vous plaire, et YouTube se trompe rarement. Et n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme, et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères, plutôt que de créatures imaginaires. Salut!